Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, madame, monsieur, nous vous l'avions annoncé ce matin. Nous irons donc à Paris où a été lancé samedi dernier, 20 juillet bien sûr, le mouvement Freedom Togo, mouvement de libération nationale. C'était à la faveur d'une conférence virtuelle. Mais je rappelle, le mouvement a été créé par des figures politiques togolaises, bien sûr de la diaspora. Il s'agit de Kofi Amian, il s'agit de M. François Boko, il s'agit également de M. Jean Sylvanus Olympio. Mais ce matin, pour avoir beaucoup, en tout cas, d'ample éclairage sur cette organisation, disons ce mouvement, nous recevons pour vous ce matin Maître François Boko, qui est le vice-président de cette organisation. Il est en ligne avec nous d'abord. Maître François Boko, encore une fois, bonjour. Alors, votre bonjour n'est pas très bien sorti. Je crois que, voilà, maintenant, les techniciens ont... Bonjour, monsieur Jasson. Voilà. Alors, vous êtes juriste de formation, avocat au barreau de Paris. Vous étiez passé par les plus prestigieuses écoles et universités françaises là. Permettez-moi que je puisse citer par exemple Saint-Cyr, Université de Paris 1 Sorbonne, où vous avez obtenu votre doctorat en 1997, puis votre certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998, et donc à l'école du barreau de Paris. Mais vous fûtes aussi gendarme, chef d'escadron il y a quelques années, avant de devenir ministre de l'Intérieur de 2002 à 2005 où vous avez démissionné, mais aujourd'hui ou depuis lors vous exercez pratiquement 20 ans bien sûr comme avocat et expert de l'Union européenne pour la réforme des systèmes judiciaires. Alors, brillant et singulier parcours qui fait dire bien sûr à beaucoup de langues ici à Lomé ou disons au Togo que Maître François Boko, c'est le régime de feu général Gnassingbé Yadema qui vous aurait favorisé. Alors ma question, qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous en dites? Bon, pas grand-chose, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Néanmoins, il faut préciser que mon parcours est ce qu'il est parce que je l'ai voulu. Parce que je me suis battu pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Le régime a plutôt mis les bâtons dans les roues pour que je n'arrive pas là où je suis aujourd'hui. Il vous souviendra qu'en 93, vous faites bien de le souligner, de 1988 à 1993, j'étais gendarme au Togo et j'ai voulu partir pour continuer mes études en France. Mais le régime avait refusé. Certains acteurs du régime qui sont encore là, vous avez refusé. En 1993, de mes propres moyens, j'ai bénéficié de la solidarité de certains amis, notamment de Michel Zouangrayo, qui m'a en France donné une bourse française. J'ai jamais intégré les universités françaises grâce au régime, contrairement à ce qui a été dit. J'ai intégré les universités françaises, j'ai eu une bourse française en France. Et mon départ a été une mise en disponibilité qui m'a permis de partir. Et j'ai forcé mon destin pour partir. Et je suis revenu servir mon pays en 98. Et vous avez envie de dire que pendant 4 ans, j'étais conseiller au ministère de la Justice, où j'ai mis en œuvre certaines réformes. J'ai accompagné la mise en place, par exemple, des parquets. Les parquets n'existaient pas au Togo. Avant, il y avait un seul procureur de la République qui régnait de Lomé à Dakar. Et moi, j'ai proposé et j'ai mis en place le système des paquets pour faire en sorte que les interventions de l'État ne soient pas dans le système judiciaire ne soient pas des interventions intempestives et que ça passe par le canal
du parquet qui représente la société. Donc, vous voyez, c'est des polémiques sur lesquelles je ne veux pas revenir. Ah oui, d'accord, mais quand même, oui, mais quand même, qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que si vous avez des ouvertures très intéressantes aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, c'est grâce également au régime du président Fonya Singbe? Laissez-moi tout simplement en rigoler. Parce que le régime Fonya Singbe n'a jamais voulu que je sois là où je suis. Parce que lorsque je crée mon cabinet à Paris en 2005, le régime Fonya Singbe a envoyé ses émissaires me proposer plutôt d'intégrer la francophonie et j'ai refusé. Je leur ai dit que d'abord, je ne veux plus être fonctionnaire et que je n'ai même pas besoin d'eux si je veux intégrer une organisation internationale. Et ensuite, j'ai créé mon cabinet. Et quand j'ai eu le premier, dans mon portefeuille, la première mission de l'Union européenne de longue durée qui m'a conduit à m'établir au Cameroun pour apporter mon expertise à la réforme du système judiciaire camerounais, oui. L'ambassadeur Sago, envoyé par Fonya Singbe, a perturbé cette mission. Il y a des acteurs. Il a dit à M. Berlanga, l'ambassadeur Berlanga, qui était mon patron à l'époque au Cameroun, il a dit, ah non, ne recrutez pas M. Maître Boko, c'est un terroriste, c'est un rebelle. Sago, il est là. Donc, si on comprend bien... L'ambassadeur Sago du Togo à Bruxelles à l'époque a tenté de perturber... Donc, Maître François Boko... de saboter cette mission. Oui, Maître François Boko... Oui, le ministre Essao est là aussi. Oui, Maître François Boko. Maître François Boko. Oui. Si on comprend très bien vos développements, vous volez de vos propres ailes par la grâce de Dieu. Ah oui, je vole de mes propres ailes, je fais preuve de mes compétences, grâce à la persévérance, grâce à mes capacités que j'ai apprises à l'école et que j'ai apprises aussi sur le terrain. D'accord. Donc c'est tout. J'ai quitté le Togo en 2005 dans les conditions que vous savez. Bien sûr. Je n'avais ni mes diplômes à main, j'avais juste mon sac à main. Je me suis battu à Paris. D'accord. Pour être ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et je n'accepte pas qu'on jette un discrédit. Le régime n'avait pour rien, bien au contraire, le régime a toujours cherché à me torpiller. Alors, Maître François Boko, l'actualité ces derniers jours est marquée par des attaques terroristes dans le nord du Togo, votre pays bien sûr, l'attaque qu'ont subi les militaires. Quel commentaire faites-vous sur ce qui se passe? D'abord, permettez-moi de saluer la mémoire de nos vaillants soldats qui sont tombés pour assurer notre sécurité dans le nord du pays et de présenter mes condoléances aux familles éplorées, aux forces armées togolaises et au peuple togolais tout entier. Vous voyez, ce qui se passe au nord du Togo est très grave. Et le régime Fonya Singbe a joué avec le feu. Il a joué avec le feu parce qu'il a exposé notre sécurité. On aura l'occasion de revenir. Il a exposé nos vaillants soldats et notre sécurité juste pour faire du mazé-mazé. C'est-à-dire qu'il a, lui et son ministre des Affaires étrangères, opté pour une diplomatie attrape-tout, une diplomatie qui se mêle de tout, une diplomatie qui n'assure pas les intérêts stratégiques du pays. Voyez-vous, il s'est mêlé un beau matin pour occulter les problèmes de politique intérieure qu'il avait, parce que ce n'est un secret pour personne que Fonya Singbe souffre d'un manque de légitimité à l'intérieur du Togo, et ainsi il recherche, grâce à une diplomatie active, une légitimité internationale qui n'en a d'ailleurs pas. Donc, si on vous comprend très bien... Oui, monsieur Boko. Monsieur Boko. Oui. Alors, si nous vous comprenons très bien, pour vous, au niveau de Freedom Togo, vous mettez en relation la diplomatie togolaise en relation avec les attaques terroristes, mais nous ne voyons pas fondamentalement le rapport, monsieur. Le rapport, c'est que la diplomatie togolaise s'est mêlée des affaires sahéliennes
Et figurez-vous qu'à un moment donné, la diplomatie togolaise a même proposé aux diplomaties américaines et françaises le dialogue avec les groupes djihadistes. Depuis quand on dialogue avec les groupes djihadistes? Depuis quand on dialogue avec les groupes djihadistes? Et la diplomatie togolaise est allée proposer un dialogue interculturel à des groupes djihadistes. Et juste pour se faire voir, Dieu se fait voir. Et vous voyez, c'est ce qui se passe au Togo, c'est ce qui s'était passé exactement avec Blaise Compaoré, qui caressait les djihadistes dans le sens du poil, jusqu'à ce qu'il expose son pays à la verdict des djihadistes par la suite, quand le système a explosé. C'est pareil aujourd'hui au Togo. Nous sommes en train de récolter les conséquences d'une diplomatie attrape-tout, d'une diplomatie qui se mêle de tout, qui est partie chercher artificiellement l'insécurité, un problème qui ne nous concernait pas et qui l'a transposé à nos frontières. Donc on nous a exposé. Premier point. Deuxième point, il vous souvient qu'à un moment donné, nos autorités ont mal géré un problème de pâturage au cours duquel ils ont saisi, dans des conditions juridiques très très discutables, des milliers de têtes de bœufs. Et ces têtes de bœufs appartenaient à qui? À des groupes djihadistes qui ont décidé de nous régler des comptes. On ne se mêle pas. Et donc, face à tout ceci, face à tout ce que vous êtes en train de dire, la sérénité, la sécurité et la paix règnent dans la région. De manière très très brève. De manière brève, il y a lieu de revoir notre dispositif de sécurité. Voyez-vous, notre dispositif de sécurité n'a pas d'équipement adéquat. Les chars et les équipements blindés qui sont revenus de mission du Mali, qui ont été payés à grands frais par nos impôts, sont stockés à la garde présidentielle. Pourquoi? Parce que Fournier craint que s'il libère ces équipements pour qu'ils aillent sur le théâtre d'opération, ces équipements peuvent se retourner contre lui. Oui, mais quand même, les soldats togolais... Non, les soldats togolais... Il faut revoir le dispositif, donner les moyens d'action à ce dispositif. Voilà. Et deuxièmement, c'est important, il faut un dispositif avancé, un dispositif de renseignement avancé dans l'espace territorial de l'ennemi. Voilà. On ne le fait pas. On se contente de prendre de jeunes soldats après les luttes qui n'ont aucune expertise, qui n'ont aucune expérience, qui ne savent pas se battre encore. On les transporte sur les frontières au niveau des théâtres d'opération, sans matériel, sans commandement réel. Et figurez-vous, on ne les met pas ensemble, on les connecte comme ça, alors qu'une unité est une unité organique. Oui, mais quand même, sur le terrain ici, oui, monsieur Bokor, sur le terrain ici, des soldats qui sont nos frères, qui sont nos camarades de classe ou d'amphi, estiment quand même que le nécessaire est en train d'être fait par les autorités togolaises. Mais revenons maintenant par rapport au sujet du jour. Alors, samedi dernier... S'il vous plaît, monsieur Joachim, oui. C'est tellement important qu'il faut préciser quelque chose. Rien n'est fait sur les théâtres d'opération au jour d'aujourd'hui. Pendant que... vous n'êtes pas quand même sur le terrain. Mais je suis sur le terrain, j'écoute chaque jour. Il n'y a pas un seul jour que je ne m'intéresse à ce qui se passe dans le nord du pays. C'est mon pays et j'ai été ministre de la Sécurité. Et il faut que les autorités togolaises comprennent qu'il est temps d'arrêter de jouer, de faire du mazé-mazé dans la diplomatie et de prendre à bras le corps ce problème. Comment vous pouvez expliquer qu'un petit espace du Togo, au nord du Togo, nous n'arrivons pas à le sécuriser malgré les moyens colossaux que nous mettons? Et vous avez été très bien compris. Comment vous pouvez expliquer que pendant que le dispositif n'a pas d'hélicoptère de surveillance, les hélicoptères de surveillance sont en train de faire le tour de la COSA à la recherche d'un ennemi intérieur qui n'existe pas, juste pour la sécurité du chef de l'État. Tout est mis en œuvre uniquement pour la sécurité du chef de l'État. Et ce n'est pas bien d'exposer nos soldats comme ça. Voilà, monsieur Bokor, on ne les rend jamais hommage, nos soldats. Et vous allez voir, ils vont les enterrer en catimini. Alors qu'ils sont partis mourir pour nous.
on n'a jamais ramené les corps de nos vaillants soldats dans la capitale, comme ça se fait dans tous les pays, pour leur rendre hommage. Parce qu'il faut cacher, on les enterre en catimini, c'est donc pas sérieux. Donc un deuil national, un deuil national en leur hommage ou bien en leur mémoire. Il faut un deuil national, il faut ramener le corps dans la capitale, sur l'esplanade du palais des congrès, leur rendre hommage et promettre que leur mort ne sera pas une mort sans issue vaine. Merci et c'est comme ça qu'on donne une armée. Merci et beaucoup. Vous savez, merci. Ils ont aussi, il faut Yacine a aussi disloqué le dispositif de sécurité qui était mis en place. Et ça, c'est des détails liés donc au milieu exclusivement armé. Mais quand même... Non, l'affaire de la défense concerne le pays. Oui. Parce que ce sont nos impôts qui payent. Et vous le savez bien, c'est la grande millette. Vous maîtrisez bien cela. C'est la grande muette, mais ça ne veut pas dire que les experts n'ont pas le droit de développer pour que l'État prenne en charge les préconisations. Nous avons le devoir, nous tous, vous et moi, d'assurer la sécurité, de contribuer à assurer la sécurité du pays et voilà. De protéger nos boys. Et tout le monde est aujourd'hui unanime, à rendre hommage donc à ces forces de sécurité, ces forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur les champs. Il faut ramener les corps. Voilà. 10 millions, vous savez ce qu'ils ont fait récemment? Non, monsieur François Bocor. Ils ont pris un arrêté pour dire juste que si quelqu'un tombe sur le champ de bataille, on lui paye 10 millions. 10 millions, c'est quoi? Je préfère qu'on rende les honneurs dignes de ce nom sur la place publique à Lomé, à nos braves soldats, que de donner 10 millions à leur famille. Et votre proposition certainement est très bien entendue, monsieur Bocor. Alors, revenons maintenant au sujet du jour principalement. Vous avez créé le samedi dernier le mouvement dénommé Mouvement de Libération Nationale Freedom Togo. Alors, dites-nous, quelles sont les motivations qui ont milité en faveur de la création de ce nouveau mouvement? La grande motivation qui nous a poussé à prendre nos responsabilités, Kofi Nyam et Jean Sylvanus et moi-même, c'est le coup d'État constitutionnel du mois d'avril dernier. On le voyait venir. Comment on peut accepter que des parlementaires dont le mandat a expiré depuis début janvier 2024, se réunissent nuitamment, charcutent notre loi fondamentale, charcutent notre Bible, et nous proposent un scénario qui permet d'assouvir la soif du pouvoir, la gourmandise de pouvoir d'un régime décadent, de Faure Gnassingbé qui a déjà compté près de 20 ans de pouvoir et qui veut demeurer éternellement au pouvoir. Ce n'est pas sérieux. C'est une insulte à nos intelligences. Et nous ne le laisserons pas faire. Alors, ce combat, nous allons le mener et nous allons le dégommer. Il partira, il tombera, je vous le promets. Ce n'est pas sérieux quand on fait ça. Ah oui, mais là, ça c'est une menace. C'est une forfaiture. Non. Monsieur Bocor. Et ceux qui contribuent à cette forfaiture, nous allons les combattre de manière légale. Voilà, et le mot est lâché de manière légale, ça c'est très clair. Alors, Maître François Bocor, dites-nous, pourquoi de toute façon, nous ne faisons rien dans l'illégalité. D'accord. Notre mouvement est enregistré légalement. Nous avons des modes d'action. Ce trio a une initiative, mais nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Des milliers de Togolais dans la diaspora qui ont entendu notre appel. Le 20 juillet n'est que la concrétisation d'un appel. Mais nous sommes nombreux et vous le verrez. Ce n'est pas sérieux. Comment monarchiser devant les yeux de tout le monde. Les Togolais veulent savoir comment depuis l'extérieur, vous pensez, M. François Bocor avec M. Yamian et puis M. Olympio, libérer le Togo depuis l'extérieur. Comment pensez-vous libérer le Togo depuis l'extérieur? N'ayez pas une vision simpliste du combat politique. Dans le passé, c'est de l'extérieur. Lorsque les forces politiques intérieures sont tétanisées
sont annihilés par la dictature, c'est de l'extérieur que vient le secours. Et nous nous inscrivons dans l'histoire. Nous allons libérer ce pays de l'extérieur. La diaspora togolaise à l'extérieur fait près de 4 millions de Togolais. Et cette diaspora est connectée en permanence avec les Togolais de l'intérieur. Vous voyez, c'est une force. Lorsqu'on connecte cette diaspora avec les Togolais de l'intérieur, on constitue une force et on peut faire tomber ce régime. Et pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants, nous avons le devoir de mettre fin à ce régime. Oui, non, monsieur François Bokor, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur Bokor. Monsieur Bokor. Non, monsieur Bokor. Non, écoutez-nous, s'il vous plaît, écoutez-nous. Quand vous parlez de faire partir, aujourd'hui, ce qui est clair et très clair, vous le savez bien, les moyens conventionnels pour pouvoir faire partir X ou Y, c'est pas les urnes. Alors, moi, ma question qui est la suivante. Est-ce que vous avez un plan de collaboration avec les acteurs de la société civile et politique au Togo pour pouvoir essayer de dérouler peut-être votre plan d'action? Comment vous comptez sensibiliser les citoyens? Vous vous doutez bien que si j'ai un plan, si Freedom a un plan, il ne vous le dira pas parce que demain, le régime tel que vous le connaissez va aller cueillir nos collaborateurs sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes connectés. Ce qui est sûr, c'est que nous avons les moyens légaux pour faire tomber ce régime. Donc vous travaillez en symbiose avec les autres acteurs politiques qui sont là, ici sur le territoire? Nous travaillons en symbiose avec tous les acteurs politiques et de la société civile qui s'inscrivent dans la logique de mettre un terme légalement à ce système. Alors, nos modes d'action sont clairs. Le mode d'action, c'est l'indignation, c'est la révolte, c'est le harcèlement diplomatique pour expliquer, convaincre. Et nous avons 3 pôles. Nous avons l'Union européenne, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, nous avons les États-Unis. Oui, mais et nous allons le faire. Et comme nous le faisons, nous sommes en parfaite symbiose avec les bonnes volontés, les républicains du Togo qui veulent mettre fin à cette constitution qu'on nous impose de 5e République. Voilà. Mais quand même. On nous impose pour assouvir la soif et la gourmandise de pouvoir d'un seul individu. Alors, Maître François Bokor. Maître François Bokor. Non. Je vais ajouter une confidence, monsieur. Vous savez, tous ceux qui ont collaboré à mettre en place cette 5e République vous disent en catimini qu'on leur a dit de faire ci, on leur a dit de faire ça. Et ça, peut-être, ce sont des supputations. Alors, Maître François Bokor. Ce ne sont pas des supputations. Oui, Maître François Bokor. Il y a eu dans ce pays, vous le savez bien, le FRAC, le CAP 2015, le CST, Arc-en-Ciel, Groupe des 6, C14, DMK et bien d'autres. Qu'avez-vous à dire maintenant aux Togolais que Freedom Togo ne connaîtra pas le même sort? Vous faites bien de le souligner. Le FRAC, j'étais, Kofi et moi, des initiateurs du FRAC. Oui. Et nous avons vu que ce FRAC a échoué de pas uniquement les divergences de leadership parmi la classe politique qui n'a pas voulu aller dans la direction qu'on souhaitait que tout le monde y aille pour définir une unité d'action et se mettre derrière le parti le mieux implanté à l'époque, c'était le parti porté par Jean-Pierre Fabre. Mais les autres n'ont pas voulu suivre et ça a échoué. Aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons nous-mêmes pris notre responsabilité. Nous ne comptons sur aucun leader sur le terrain. Ils sont tétanisés. Mais vous avez dit quand même que vous travaillez en symbiose, vous avez dit. Nous travaillons en symbiose avec les acteurs politiques et de la société civile qui sont républicains, qui n'ont pas d'agenda personnel. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute bien. Qui n'ont qu'un seul objectif,
faire partie le tyran qui nous humilie. Ah non, mais là, vous savez, non, monsieur Bocor, des termes, par exemple, un tyran, non, c'est trop déplacé, s'il vous plaît, allez-y, calmement, mais ma question, elle restait-elle? Comment vous appelez quelqu'un qui réunit des gens qu'il a pris en otage, monsieur, qui modifie notamment pour ses propres intérêts? Alors là, ma question, elle demeure. Ma question, elle demeure, s'il vous plaît, monsieur Bocor. Le Togo n'est pas une démocratie, le Togo est une dictature. Monsieur Bocor, ma question, elle demeure. Ma question, elle demeure. Veuillez nous écouter aussi pour que l'échange soit très correct. Est-ce que votre mouvement ne connaîtra pas le même sort, suscite de l'émotion et puis quelques actions et le tout s'émousse et l'organisation ou bien le mouvement disparaît? Vous n'avez pas fondamentalement répondu. Mais permettez, on va vous. Je peux vous répondre ou pas? Nous allons vous laisser le soin de reposer un peu, prendre peut-être une gorgée d'eau. Le temps pour nous ici également de marquer la pause et on revient dans quelques minutes. Est en ligne avec nous depuis Paris, c'est Maître François Akila Eso Boko. Maître, nous revenons donc en studio pour la suite du débat. Alors, je vous posais la question concernant disons, tout ce qui a lieu comme regroupement et je vous posais la question, entre-temps vous aviez dit que vous travaillez en symbiose avec les uns et les autres, mais nous allons quand même aller un peu dans la sous-région, si vous le permettez. Au plan régional, les États de l'AES ont décidé de divorcer, et c'était récent quand même, avec la CEDEAO. Alors, au niveau du mouvement Freedom Togo, leur donnez-vous raison ou bien vous condamnez leur décision de quitter la CEDEAO? Oui, maître. N'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et chaque État est souverain de s'engager. Mais ce qui se passe au sein de la CEDEAO, où on refuse de construire la CEDEAO des peuples, et on transforme la CEDEAO en syndicat de chefs d'État, fait réfléchir. Et c'est pour cela que la CEDEAO est dépréciée au sein de l'opinion. Et tout ce qui doit être fait pour réhabiliter la CEDEAO sera de mise. Il faut que les diplomates de l'espace CEDEAO et les chefs d'État comprennent qu'un outil d'intégration n'est pas un outil à instrumentaliser, n'est pas un outil à servir des desseins de protection des chefs d'État en manque de légitimité. Et c'est en cela que les États de l'AES et les autres États pourront former famille. Et là, vous voyez-vous, aujourd'hui, la CEDEAO a échoué sur beaucoup de plans. Regardez d'ailleurs dans le problème intérieur togolais, l'attitude de la CEDEAO il y a quelques années lorsque M. Faure Gnassingbé accédait au pouvoir dans des conditions calamiteuses, que vous savez. Il a fallu la caution de la CEDEAO pour cautionner l'insoutenable. Donc, et ça, tout ça doit faire réfléchir. Si vous voulez que les États restent dans la communauté de destin qu'a voulu construire la CEDEAO, il faut des principes. Regardez, en 2012, la CEDEAO, à Accra, voulait acter le protocole, dans son protocole additionnel, la limitation des mandats présidentiels. À l'époque, il y avait deux pays, le Togo et la Gambie, qui avaient refusé, qui s'étaient opposés à cela. Et comme les décisions se prennent à l'unanimité, l'agenda donc de la limitation des mandats a été retiré. Donc, comment vous pouvez accepter qu'il y ait un espace qui n'a pas des règles contraignantes pour tout le monde? Regardez le système judiciaire de la CEDEAO lorsque les États les individus, les citoyens ont la possibilité d'ester devant la justice. Combien de décisions de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO ont été appliquées par les États? Donc toutes ces insuffisances appellent réflexion et appellent cohérence. Si nous voulons reformer la CEDEAO et la rendre plus viable et plus attractive à tous les niveaux.
Et donc là, vous semblez donner raison aux États du Sahel de pouvoir quitter définitivement cette organisation sous-régionale. Je ne donne raison à aucun État. Les États agissent par rapport à leurs intérêts. Okay. Donc, par rapport à leurs intérêts, moi, j'estime que nous qui sommes restés dans la CEDEAO, et cet espace, il faut le réformer de l'intérieur. Il faut le réformer de l'intérieur et le rendre viable. Mais tel n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et en cela, il faut que les chefs d'État prennent leurs responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous, par exemple, le Parlement de la CEDEAO, vous avez vu récemment le scandale, le spectacle que ce Parlement a offert. Avec le député sénégalais Guy Marius Sagna et Traoré Adjaratou. Mais et puis notre compatriote, la Togolaise Maïmounatou Ibrahim, qui nous a honnis de manière, qui nous a honnis, comment elle peut gérer une instance comme ça, vous savez, le problème c'est qu'il ne faut pas qu'on exporte nos insuffisances. Lorsqu'on doit désigner une personnalité pour représenter un État dans une instance pareille, il faut qu'on s'assure de sa compétence intrinsèque. Or, Maïmounatou Ibrahima, avec tout le respect que je lui dois, en tant que troisième vice-présidente à l'époque du Parlement de l'Assemblée nationale togolaise, n'a jamais eu affaire à gérer un débat contradictoire. Or, l'essence du débat parlementaire, il est avant tout contradictoire. Oui, mais quand même, mais quand même, à l'écouter. Dès l'instant où oui, un député émet une idée ou bien émet un contradictoire, elle se sent offusquée. Non, mais plutôt, ne voyez-vous, monsieur François, ne voyez-vous pas que comparativement à l'ivoirienne, à la députée ivoirienne, ne voyez-vous pas quand même que la Togolaise a géré les prises de parole de monsieur Sagna ou du député Sagna avec parcimonie et qu'il faille plutôt l'applaudir? La députée togolaise. L'origine de l'incident, c'est bien Madame Maïmounatou, la gestion de Madame Maïmounatou. L'incident, vous avez écouté Madame la députée ivoirienne, sa justification de l'incident vient de quoi? D'abord, il faut noter que Madame Ibrahima Maïmounatou n'a pas su gérer, elle n'a pas l'expertise pour gérer un débat contradictoire. Elle ne sait pas gérer un débat contradictoire. Et ça, c'est votre point de vue. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue et je l'assume. Dès qu'on a interpellé Fonia Simbe, elle s'est sentie offusquée et elle a coupé par deux fois, elle a interrompu par deux fois le parlementaire. Ça ne se fait pas. Elle a exigé simplement de respect et d'égard au chef d'État. Mais un chef d'État, c'est quoi? C'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Il est au service du peuple. Vous ne voyez pas sur les images comment on interpelle les chefs d'État? Qu'a dit le député Sagna qui mérite qu'on pense qu'il ne respecte pas le chef d'État? Et c'est là que vous voyez qu'il y a une insuffisance du débat contradictoire. Alors, monsieur Bokor, le deuxième point, la deuxième leçon à tirer dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas envoyer dans les instances représentatives de la communauté des parlementaires qui sont en flagrant conflit d'intérêts. Vous savez juridiquement ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est lorsque vous nommez quelqu'un à un poste et qui n'a pas la liberté de jugement. Or, vous savez que quand on est une intime à quelqu'un, on a... D'autres Togolais qui nous suivent, puisque le temps est parti, tire également vers sa fin, d'autres Togolais qui sont bien branchés veulent aussi vous poser quelques questions. Alors, vous permettez, on va leur laisser le soin de vous poser des questions. Restez bien sûr à l'écoute. Le premier auditeur sur le 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90. Allô? Allô, bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur? C'est monsieur Augustin. Alors, saluez quand même notre invité. Oui, bonjour, maître. Bonjour, mon frère. Oui, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu là-bas. Oui, ça va. Je pense beaucoup plus à vous. C'est vous qui êtes dans des situations précaires où vous n'arrivez pas à vous exprimer. Augustin, la question? Oui, ma question. J'aimerais vous demander, qu'avez-vous
à nous donner, à nous dire, à nous répondre lorsque notre président est parti, dire que nous, les Africains, nous ne réfléchissons pas avant d'agir. D'accord, bien noté, Monsieur Augustin. Nous allons recueillir également la deuxième question avant de laisser le soin à notre invité de répondre à toutes ces questions. Madame Essie, bonjour. Oui, bonjour. Ici, oui, bonjour. Et je voudrais lui demander, il s'est éclipsé en 2005 parce qu'il a vu le truc venir. Et ben, il y a eu au moins un millier de morts, il paraît. Et s'il était là alors, s'il était là, on aurait plus que ça ou pas? Et puis, c'est pour cela il faut alterner dans une république. Il faut que les gens respectent les lois de la république. Tout ce qu'on vit là, depuis 60 ans, c'est la non-alternance, c'est tout. Et du bon respect des lois. Hein? Pour la gestion du pouvoir et l'argent, les gens sont prêts à tout, jusqu'on en arrive au djihadisme et tout le reste qui défendent l'injustice. Donc, pour vous résumer, Madame Essie, il faut de l'alternance. Il faut alterner forcé dans une république. Bien noté, et la question sera posée tout à l'heure à notre invité. Et nous accueillons le dernier auditeur, c'est Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Je salue Maître Akila et Sobokor. Bon, je vous remercie d'abord pour s'être réveillé, être en train de constituer un groupe là à l'étranger pour sauver le taureau. Mais les pays de l'AEF là, ceux qui sont sortis tout à l'heure étaient du gouvernement, étaient des gens proches du gouvernement. Vous avez été, vous aussi, proche du gouvernement directement jusqu'à sa mort. Mais vous serez resté et puis faire des actions à l'interne pour réagir en même temps et sauver le Togo depuis. D'accord, bien noté. Alors, Monsieur François Bokor, oui. Pour le dernier intervenant, vous auriez pu choisir de rester au pays et mener la lutte depuis l'intérieur du pays que d'être à près de 6000 km du pays. Oui, c'est une loin du pays d'esprit. Oui, c'est une vue d'esprit parce que vous savez, lorsque le général Eyadema décède en 2005, je n'ai pas choisi de partir. J'ai choisi de changer les choses de l'intérieur. Ça faisait 2 années que j'étais ministre de l'Intérieur. J'avais entrepris de changer les choses de l'intérieur. Mais je n'ai pas été écouté, je n'ai pas été suivi. La seule chose que je voulais éviter à tout prix, c'est le bain de sang. Et le bain de sang, je vous assure, si je n'avais pas tiré la sonnette d'alarme, pris à témoin l'opinion nationale et internationale, alerter les diplomates, d'arrêter les va-t-en-guerre, de temporiser leur ardeur à vouloir marcher sur des cadavres pour rester au pouvoir, il y aurait au moins 10 000 morts. Il y aurait au moins, je vous le dis, il y aurait au moins 10 000 morts. C'est les experts des Nations Unies qui ont enquêté. Et donc, c'est ce que vous avez redouté et vous aviez pris la poudre d'escampette à l'époque. Je n'ai pas pris la poudre d'escampette. J'ai tenté de changer les choses. J'ai appelé les officiers de l'armée. Ils avaient peur. J'ai appelé le général Nandja. Ah oui, mais sans pour autant citer des noms, s'il vous plaît. J'ai demandé aux officiers qui étaient tous réunis au centre des opérations au camp hérité. Je me suis présenté à eux, je leur ai dit de prendre leurs responsabilités pour sauver ce pays. Ils ont tous refusé et j'ai compris que j'étais mis en minorité. Et la seule chose qu'il me restait, c'était de faire en sorte que les dégâts collatéraux ne soient pas gigantesques. D'accord. Et donc j'ai attiré l'attention. Donc je n'ai pas pris la poudre d'escape. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut démissionner, qui le dit devant les diplomates, devant les autorités, devant l'armée. J'ai fait une réunion qui a duré 4 heures de temps au camp hérité avec les officiers, avec 25 officiers d'état-major. Je leur ai dit, prenez vos responsabilités pour sauver ce pays. D'accord. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous ils le regrettent. D'accord, merci. Alors, monsieur Bokor, on ne remet pas tel un jouet. Et tout cela relève du passé. Tout cela relève du passé. On ne remet pas le pouvoir tel un jouet à un enfant gâté.
Non, mais là, monsieur Bokor, s'il vous plaît, monsieur Bokor, veuillez nous écouter, veuillez nous suivre pour que nous puissions vous laisser le soin de répondre aux différentes questions qui sont posées. Alors, il faut, selon Madame Messi, de l'alternance dans le pays, en tout cas alterner dans le pays selon ces termes. Oui, vous prêchez à un convaincu. L'alternance, c'est le fondement même de la démocratie. C'est pour cela que ce qui s'est passé récemment, où on fait un jeu de chaises musicales, où je cesse d'être président de la République pour devenir président du Conseil des ministres, et je mets quelqu'un à titre honorifique comme président de la République, tout ça là ne rime à rien. Ne rime à rien, c'est une comédie. La politique ne doit pas être une comédie. Oui, monsieur Bokor, pour être réduite à une simple comédie. Oui, monsieur Bokor. Il faut l'alternance. D'accord, monsieur Bokor. Monsieur Bokor, nous sommes à la fin de la tranche du temps qui nous est imparti. Alors, nous allons devoir vous dire un sincère merci pour avoir accepté et alors d'être en direct avec nous. Mais un auditeur a quand même posé des questions à vous écouter. Est-ce qu'il faille encore laisser les réfugiés rentrer au pays? Alors nous souhaitons vivement que vous puissiez trouver les termes, les mots les plus appropriés afin que tout se passe au mieux. Alors madame, monsieur, merci à vous toutes et à vous tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.